Donc, la protection de l'animal apparaît aujourd'hui comme un phénomène de société. Les connaissances scientifiques dont nous parlait ce matin Georges Chapoutier et le cadre philosophique posé également par Florence Burga ou Valérie Giraud permettent d'analyser les comportements des animaux, leur intelligence, leur sensibilité. Les médias font même le relais des mauvais traitements infligés aux animaux, ce qui fait que la société se sent de plus en plus concernée par la protection des êtres les plus vulnérables. Répondant aux attentes sociétales nouvelles souhaitant éradiquer la souffrance et le mal-être des animaux, la protection juridique des animaux se développe considérablement depuis ces dernières décennies. En effet, plusieurs normes protectrices des animaux sont entrées en vigueur en France afin de vivre dans une société plus respectueuse des animaux. Preuve en est la très récente loi du 30 novembre 2021 dont on a parlé aujourd'hui, visant à lutter contre la maltraitance animale. De plus, plusieurs affaires judiciaires ou administratives ont rendu cette protection effective en condamnant la maltraitance et l'abandon des animaux. Toutefois, et on l'a dit encore, les animaux n'ayant pas la qualité de sujet de droit en France, seuls des représentants des intérêts des animaux, tels que les propriétaires, les organisations non gouvernementales ou les associations de protection animale, peuvent avoir la qualité à agir au nom et pour le compte de l'animal. Les affaires concernant la protection des animaux sont encore relativement peu nombreuses et ce peut être notamment le fait d'un manque de clarté du droit de l'animal et de questionnement par exemple autour de son statut. Ce peut être encore le fait de l'inaccessibilité de nombreux lieux dans lesquels les animaux subissent des mauvais traitements. De plus, et c'est encore un exemple supplémentaire, les corps d'inspection spécialisés des établissements accueillant des animaux sont généralement rattachés au gouvernement, alors que les ministères compétents sont souvent confrontés à un manque d'indépendance. À titre d'exemple, au ministre chargé de la transition écologique se pose la question des intérêts de la chasse. Au ministre chargé de l'agriculture et de la pêche se pose notamment la question des intérêts de la production agroalimentaire et de la pêche industrielle. Il y a même encore un exemple, un manque d'expertise en pratique des personnes habilitées à protéger les animaux et par exemple les douaniers sont peu nombreux à être formés sur la reconnaissance scientifique des nombreuses espèces protégées. Donc, au-delà de cet aspect contentieux naissant et indispensable à la protection des droits des animaux, pourrait également être étudiée une protection non juridictionnelle, voire même non contentieuse, pour permettre une meilleure effectivité des droits des animaux en pratique. Bien que les organisations non gouvernementales et les associations de défense des animaux dénoncent souvent par des biais politiques des maltraitances dans les médias, elles ne peuvent procéder à une réelle magistrature d'influence comme pourrait le faire une autorité administrative indépendante. Donc, l'un des précurseurs a été Robert Badinter. Ce matin, Jean-Paul Costa le mentionnait, vous également, Madame Ken. Donc, permettez-moi de citer un passage de son allocution lors du colloque Droit et personnalité juridique de l'animal de 2019 à l'Institut de France. Parmi les techniques envisagées, j'en suggérerai une parce que l'expérience me permet de savoir que l'on vote des textes, mais que souvent ils ne demeurent guère effectifs dans la pratique. En revanche, je crois beaucoup à l'effectivité des autorités administratives indépendantes. Et pour assurer l'effectivité des droits des animaux, mieux vaut nommer une autorité qu'on pourrait appeler le défenseur des animaux. Cela pourrait être évidemment une femme, mais cette autorité indépendante veillerait à ce que les droits des animaux, et il en est facile maintenant d'en dresser le catalogue, soient respectés dans la réalité. Écrire des lois, rendre des décisions, tenir des colloques, formuler des codes, c'est bien, mais seule une autorité indépendante est de nature à permettre d'étendre la protection, la sauvegarde nécessaire des animaux qui sont, disons-le, nos compagnons de vie et souvent fraternels. Donc, une autorité administrative indépendante, pour expliquer ce qu'est l'institution, c'est un organisme public doté ou non de la personnalité morale, donc elle est dotée de la personnalité contrairement aux animaux, dont les fonctions présentent des garanties d'indépendance par rapport à l'administration ordinaire. Donc, il n'y a pas de modèle unique, car chaque création d'autorité administrative indépendante répond de manière pragmatique et ajustée
aux nécessités d'une régulation d'un secteur privé ou public sensible dans lequel l'intervention directe de l'administration de l'État n'est pas souhaitée du fait d'une volonté d'indépendance vis-à-vis du gouvernement. Donc, ce peut être par exemple la régulation des activités économiques et financières, ce peut être la protection de la défense des droits et libertés des citoyens. Donc, si une autorité administrative indépendante apparaît comme une curiosité juridique de prime abord, les fonctions sont pourtant bien établies. En effet, les autorités administratives indépendantes sont des organismes spécifiques distincts de l'administration ordinaire, puisqu'elles ne sont pas soumises dans leurs fonctions à un lien hiérarchique ni à un contrôle de tutelle de la part du gouvernement. En somme, et c'est là où les autorités administratives indépendantes nous intéressent plus particulièrement, c'est qu'elles sont libres de déterminer leur action et les conditions d'exercice de leur pouvoir de régulation. Donc, cette absence de lien hiérarchique et de régulation constitue des conditions d'une capacité d'influence de l'opinion publique et des personnes concernées. Donc, petite méthode importante qui me semble, c'est que, donc, sachant qu'il s'agit d'une autorité administrative indépendante veillant aux droits et libertés, une comparaison sera faite avec le défenseur des droits humains ainsi que le contrôleur général des lieux de privation de liberté. Donc, le CGLPL, ce sera plus rapide à dire. Donc, bien que le sujet soit de droit prospectif, il s'agit uniquement d'une étude juridique qui a vocation à s'intéresser aux intérêts et opportunités juridiques du développement d'une telle autorité en France. La problématique est la suivante. Quelles conséquences aurait la création d'une autorité administrative indépendante spécifique aux animaux sur leur régime juridique? Deux conséquences majeures. Premièrement, une évolution du droit animalier et deuxièmement, une valorisation des droits des animaux. Donc, une première partie. Donc, l'évolution du droit animalier s'opérerait par la création d'une autorité administrative indépendante pour les animaux qui constituerait une institution spécifique aux animaux jusqu'alors jamais établie en France et dont la tâche serait de protéger les droits des animaux alors reconnus de nos jours en droit positif français. Donc, tout d'abord, une institution spécifique aux animaux. Je m'étais posé la question de savoir si cette autorité pourrait être rattachée à une autorité déjà existante, donc notamment le Défenseur des droits humains et le CGLPL, sauf que ces deux institutions prônent des libertés individuelles, donc celles des hommes, et non celles des animaux. Je m'étais également posé la question d'une conciliation avec l'environnement, sauf que concilier l'environnement et l'animal aurait pour effet de réduire les animaux encore à une vision anthropocentrique et utilitariste du respect ou de la protection des animaux, car pour précision, en France, l'environnement est tourné vers la protection de la biodiversité pour que l'homme puisse avoir une vie saine pour lui et les générations futures. De plus, une autorité administrative indépendante pour l'environnement prônerait des libertés collectives, voire des animaux sauvages, et peut-être pas l'ensemble des animaux. Ensuite, la question, c'était défendre quoi précisément? Donc, puisqu'il s'agirait d'une vision n'étant pas anthropocentrique, il s'agirait de protéger uniquement les animaux, non pas les propriétaires, ni les particuliers, ni les humains, mais de défendre vraiment les animaux, puisque les propriétaires ou les humains peuvent simplement saisir le juge de leur propre initiative. De quels animaux s'agirait-il? Donc là, je pense aux interventions précédentes, peut-être définir quels sont les animaux. Les animaux domestiques et assimilés, donc animaux apprivoisés, tenus en captivité, animaux de compagnie, d'élevage. Ce seraient également les animaux sauvages, donc les espèces protégées, les gibiers, les nuisibles, que ce soit par exemple les sangliers, les lapins de Garenne, les renards. Voilà précisément. Donc, la création de cette institution spécifique aux animaux permettrait alors de faire évoluer, progresser et mieux connaître le droit animalier et surtout la condition animale. Pour rappel, la France pourrait être même pionnière en la matière, puisqu'à ma connaissance, aucune autorité administrative indépendante spécifique aux animaux n'existe à ce jour. Donc ça, c'était une première sous-partie sur une institution sectorielle et donc à présent, une institution avec ses propres missions. Alors, il y aurait principalement trois missions. La première, c'est une mission de protection. De quelle protection s'agirait-il? De toute évidence, il s'agirait de protéger le droit animalier
reconnus et inscrits dans les textes en vigueur en France de manière pratique, donc de les rendre effectifs. Mais quoi précisément? Alors là, je me suis un petit peu inspirée de la proposition de loi qui a été proposée donc, par le parti LaREM, dont Loïc Dombreval était à l'initiative, ainsi que la députée Laetitia Romero-Diaz. Donc, il s'agirait de protéger les animaux contre les sévices graves ou de nature sexuelle, contre les actes de cruauté, des mauvais traitements, les atteintes à la vie de l'animal et aussi contre les atteintes de nature psychologique. Donc là, je pense aux abandons volontaires. Il s'agirait également de protéger les espèces menacées et aussi de veiller au respect de la réglementation applicable aux animaux, donc par les personnes morales de droit public comme de droit privé, exerçant des activités en lien avec les animaux. Il s'agirait également de veiller au respect par l'État de ses engagements en matière de bien-être animal. Ensuite, donc un point qui est intéressant aussi, ce serait de faire en sorte, je dis bien faire en sorte, que les personnes physiques, les propriétaires ou détenteurs d'animaux, respectent les réglementations par la prévention uniquement. Alors attention, il ne s'agirait pas pour cette autorité administrative indépendante des animaux de contrôler le domicile de chaque citoyen de manière inopinée, puisque cela violerait forcément le droit à la vie privée. Néanmoins, on pourrait toutefois s'interroger sur le contrôle de la condition d'un animal dans les domiciles avec la présence d'un officier de police judiciaire autorisé par une ordonnance motivée du président du tribunal judiciaire. Donc ça, c'est une première mission. Une deuxième mission, c'est la mission d'apporter un appui technique d'expertise. Donc je m'explique. Il s'agirait de la vérification objective sur le terrain du respect des droits des animaux et donc d'apporter des informations et réflexions de haut niveau, puisque les membres de cette autorité seraient des personnes professionnelles, des vétérinaires, des juristes, avec une expertise objective. Ensuite, une troisième mission serait celle d'une meilleure reconnaissance du droit animalier en France. L'autorité administrative indépendante participerait à faire du droit des animaux une discipline juridique reconnue à part entière. Alors là, je prends l'exemple du contrôleur général des lieux de privation de liberté qui participe à l'élaboration d'un droit de la privation de liberté. On parle dorénavant d'un contrôle des lieux de privation de liberté et je me disais pourquoi ce ne serait pas possible pour les animaux. Une autre prérogative qui est offerte au contrôleur général des lieux de privation de liberté et qui pourrait être tout aussi bien transposée aux défenseurs des droits des animaux serait que dans son domaine de compétence, le défenseur des animaux pourrait proposer au gouvernement toute modification des dispositions législatives et réglementaires applicables aux animaux. Donc, on l'a vu, la première conséquence de la création d'une telle institution serait l'évolution du droit animalier, donc ce que nous venons de voir jusqu'à présent. Et donc, dans une deuxième partie, j'aimerais évoquer avec vous la valorisation des droits des animaux. Donc, la valorisation des droits des animaux s'opérerait par la création d'un défenseur des droits des animaux qui permettrait premièrement une meilleure connaissance de la condition animale et deuxièmement une meilleure protection des droits des animaux. Donc tout d'abord, une meilleure connaissance. À l'instar de toutes les autres autorités administratives indépendantes existantes en France, un défenseur des animaux posséderait une réelle magistrature d'influence. Donc c'est un terme que j'emploie et qui a été utilisé par Julien Mouchette. Il s'agit donc, ce sont des avis, des recommandations ou même des rapports qui établiraient que le défenseur des droits des animaux établirait et qui ne relèverait certes pas de l'impératif ni du contrat, donc ce n'est pas une obligation, ce n'est pas exécutoire, mais qui pour autant ferait agir les comportements des individus. Donc c'est donc par un pouvoir d'influence que l'autorité administrative indépendante peut renforcer la sensibilité des personnes concernées et du public aux conditions animales grâce à la médiatisation et au fait que les autorités administratives indépendantes occupent désormais en France une place légitime dans le système institutionnel. Donc, la magistrature d'influence s'opérerait de deux façons. La première, c'est le recueil de l'information et la deuxième, c'est la divulgation de l'information.
Alors, le recueil de l'information se fait par une information diversifiée et une information exigée. L'information diversifiée s'opère grâce aux différentes sources d'information, les autorités administratives indépendantes étant autonomes dans leur fonctionnement. Elles peuvent mobiliser des outils novateurs et variés, par exemple des sondages, des productions de statistiques, la mise en place de diverses consultations et enquêtes sur des sujets spécifiques. Il pourrait même y avoir un réseau de délégués de l'institution qui constituerait un atout d'influence majeur, puisqu'ils auraient des enquêtes de terrain et seraient directement dans les régions pour voir ce qu'il s'y fait. Une information exigée, deuxièmement, c'est une information complète. Les autorités administratives indépendantes doivent pouvoir rassembler les informations utiles et pertinentes pour nourrir leur expertise auprès de toute personne susceptible de l'éclairer. Je pense notamment au contrôleur général des lieux de privation de liberté, qui peut se rendre de manière inopinée dans les lieux détenant des personnes. Ce pourrait être le cas d'un défenseur des droits des animaux, qui se rendrait dans, par exemple, des zoos ou des élevages ou des lieux d'expérimentation pour se rendre compte de la condition animale. Sachant que les institutions, les organismes ne pourraient pas s'opposer à cette visite-là. Donc, il s'agirait pour l'autorité administrative indépendante de contrôler les personnes morales, publiques comme privées, exerçant des activités en lien avec les animaux. Donc, ce seraient les zoos, les élevages, les abattoirs, les lieux d'expérimentation, titre d'exemple. Ce défenseur pourrait alors même demander des documents, des vidéos de surveillance, ordonner des convocations, procéder à des auditions ou à diligenter certaines investigations sur place. Donc tout ça, c'était le pouvoir de recueil de l'information, ce qui est quand même un pouvoir assez important. Et deuxièmement, quoi en faire de ce recueil? C'est le divulguer. Donc plusieurs manières de divulguer l'information. La première, ce serait par la prévention, c'est-à-dire l'enseignement, la sensibilisation dans les médias, la mise à disposition de l'information sur un site internet dédié. Sachant que je pense notamment au fait que le droit animalier soit très disparate en fonction du type d'animal et du code auquel il se rattache, avoir une institution qui connaisse l'ensemble de ce droit animalier participerait à une meilleure condition pour les animaux. La divulgation de l'information s'opérerait également par des conseils juridiques, comme le fait le défenseur des droits humains et le contrôleur général des lieux de privation de liberté, qui peut être saisi par toute personne, qu'elle soit physique, qu'elle soit morale, pour apporter un conseil juridique. Ensuite, ce peut être avoir un impact à l'international, en participant à des groupes de travaux, à des études, des congrès internationaux pour faire connaître la condition animale en France, faire évoluer également le droit à l'étranger. Et enfin, donc, une divulgation de l'information qui est une des plus importantes, c'est de rendre public ses avis, ses recommandations, ses rapports annuels, à l'instar du contrôleur général des lieux de privation de liberté, au journal officiel et sur des sites internet dédiés. Mais il faut toutefois, je mets l'accent sur ça, il faut toutefois faire attention, tenir compte de la stigmatisation engendrée sur une personne morale de droit privé. Lorsqu'il s'agit par exemple d'une personne morale de droit privé qui a des agissements contraires ou liberticides et contraires aux lois, une dénonciation sur la scène publique de pratiques illégales pourrait porter atteinte à certaines libertés comme la liberté d'entreprendre, le droit à l'image, etc. Donc pour éviter cela, une meilleure protection sera indispensable de la part de l'autorité administrative indépendante. Je développerai ce point un petit peu après. Donc pour continuer sur la divulgation de l'information, elle pourrait également s'opérer lorsque l'autorité administrative indépendante saisit les ministères compétents pour alerter une situation. C'est notamment le cas du contrôleur général des lieux de privation de liberté qui, lorsqu'il constate que des droits fondamentaux des personnes privées de liberté, donc que ce soit des prisonniers ou que ce soit des personnes dans les hôpitaux psychiatriques, il peut saisir les ministres compétents. Donc je pense notamment l'exemple le plus pertinent, c'est celui de la prison des Baumettes à Marseille. Il y a eu une condition de détention indigne. Le contrôleur général des lieux de privation de liberté a saisi de manière urgente le ministre de la Santé, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice pour faire écho de ce qu'il se passait.
Donc, ce qui est quand même un relais assez important de la part d'une autorité qui serait davantage entendue par l'administration ordinaire. Donc ça, c'était ce qui concernait donc, ma première sous-partie. Donc, une deuxième sous-partie et la finalité, ce serait une meilleure protection des droits des animaux. Alors, deux volets principalement. Le premier, c'est si les pratiques constituent des délits relevant du code pénal ou si la pratique est suffisamment grave et urgente, le défenseur des droits des animaux pourrait, comme le font le défenseur des droits humains et le contrôleur général des lieux de privation de liberté, ce défenseur pourrait saisir l'autorité investie du pouvoir d'engager les poursuites des faits dont il a la connaissance et qui lui paraissent de nature à justifier une sanction. Donc, sachant que c'est relativement grave, ce seraient des autorités qui seraient à même et qui seraient davantage compétentes pour se saisir de l'affaire. Mais il pourrait les saisir s'il a connaissance. Si des pratiques ne constituent pas des délits au relevant du code pénal, je pense par exemple, donc ça c'est un exemple qui me vient, un éleveur qui ne respecte pas le nombre de mètres carrés par la loi pour l'élevage de ses volailles, eh bien plusieurs solutions seraient possibles. La première, ce serait un pouvoir de médiation, comme en dispose le défenseur des droits. Donc, le contrôleur général et le privation de liberté ne disposent pas de ce pouvoir-là, mais le défenseur des droits humains le dispose. Et à mon sens, je pense que pour une telle autorité pour les animaux, ça pourrait être très bien. Donc, une médiation, ce serait pouvoir organiser des médiations entre les parties à un litige minime. Le but serait de désengorger les tribunaux, de favoriser la rapidité. Si un règlement amiable n'est pas possible, le défenseur des droits des animaux pourrait formuler une recommandation demandant à ce que le problème soit réglé et ou qu'une mesure soit prise dans un délai qu'il fixe. Donc là, j'ai simplement transposé ce que pouvait faire le défenseur des droits humains au défenseur des droits des animaux. Le défenseur des droits des animaux pourrait également faire toute recommandation qui lui paraîtrait de nature à garantir le respect des droits et libertés des animaux et à régler des difficultés soulevées devant lui ou à prévenir le renouvellement de ces difficultés. À l'instar du défenseur des droits humains, l'autorité administrative indépendante pour les animaux pourrait disposer d'un véritable droit de suite sur les recommandations qu'il prononce. Donc, en l'absence de réponse ou en cas d'insuffisance de réponse, le défenseur des droits pourrait exercer un pouvoir d'injonction. Donc, si pas de médiation, si pas de recommandation, on pourrait avoir un pouvoir d'injonction. C'est-à-dire que le défenseur des droits des animaux pourrait exiger d'appliquer le contenu de cette recommandation-là. Et je continue, si du coup aucun pouvoir d'injonction n'est respecté, le défenseur des droits, donc là ce serait l'ultime recours, pourrait décider de rendre public un rapport spécial où le nom de la personne morale, de droit privé comme de droit public, mise en cause est dévoilé. Donc il s'agirait alors là d'une réelle magistrature d'influence. Donc, je le disais tout à l'heure, dénoncer par exemple un établissement ou un zoo pourrait porter atteinte à la liberté d'entreprendre ou au droit à l'image. C'est pour ça que prévoir d'abord la médiation, puis la recommandation, puis l'injonction permettrait une meilleure légitimité de ce défenseur des droits des animaux. Donc la magistrature d'influence a un réel impact. Il s'agit du pouvoir de dénoncer des agissements, des comportements ou des actions d'établissement jugés illégales. Il s'agit donc en somme de changer les pratiques en s'appuyant sur l'opinion publique. Surtout que cette dénonciation participe à une réaction de la part de la société civile et s'apparente donc à un pouvoir d'alerte. Ensuite, donc, s'était posé des questions sur les décisions individuelles. Est-ce que ce défenseur, par exemple, pourrait délivrer des autorisations, par exemple, délivrer des permis d'élevage, de détenir des animaux, sauf que ce ne semble pas forcément nécessaire puisque
c'est déjà le cas de la préfecture de police ou de la mairie qui décerne ces permis de détention, par exemple, d'un chien dangereux. S'était posé également la question d'un pouvoir réglementaire, sauf que le pouvoir réglementaire vise à l'aptitude des autorités administratives indépendantes à adopter des règles de droit général et abstraites permettant de mettre en œuvre une loi, sauf que très peu d'autorités administratives indépendantes en sont dotées. C'est notamment le cas du CSA ou de la CNIL, qui sont dotés de ce pouvoir réglementaire, mais qui est dans des domaines avec des techniques très particulière. Et je ne pense pas que la création d'un défenseur des droits des animaux ait pour objet un pouvoir réglementaire. Et enfin, donc, s'était posé la question d'un pouvoir de sanction. Est-ce que ce défenseur des droits pourrait avoir un tel pouvoir? Alors, le oui, le non. D'abord le non, puisqu'il pourrait y avoir un risque de confusion des pouvoirs d'enquête sur le terrain. Je vous disais, le défenseur pourrait se rendre de manière inopinée dans un zoo. Il pourrait y avoir une confusion entre pouvoir d'enquête, de jugement, de sanction. Surtout que le défenseur des droits humains et le contrôleur général des lieux de privation de liberté n'ont pas ce pouvoir de sanction. Et c'est surtout que parfois, la magistrature d'influence, donc c'est, pour rappel, les procédés qui n'ont pas une force obligatoire ou exécutoire, cette magistrature d'influence peut parfois prendre le pas sur le pouvoir de sanction. Les conséquences économiques et sur l'image dues à la dénonciation médiatique ou publique sont parfois plus importantes qu'une sanction. Je pense notamment au scandale des lasagnes Findus ou les accusations de maltraitance animale au Puy du Fou et le boycott qui a suivi. Donc ça, c'était l'aspect ne pas avoir un pouvoir de sanction. Et à présent, donc, pourquoi est-ce qu'il pourrait y avoir potentiellement un pouvoir de sanction? C'est qu'il peut y avoir deux types de sanctions. Le premier, c'est une sanction pécuniaire, donc, qui ne peut toutefois pas se cumuler avec des sanctions pénales, bien sûr, mais ce peut être des sanctions à caractère professionnel ou fonctionnel. Si on se rend compte qu'un élevage maltraite ces animaux, eh bien, l'activité devrait cesser. Quoi qu'il en soit, si pouvoir de sanction il y a, il doit être précisément encadré par le législateur et être nécessaire à l'accomplissement de la mission de l'autorité administrative indépendante. En guise de conclusion, il y a une prise de conscience sociétale et un besoin de connaissance et d'évolution de la réglementation pour les animaux. La création d'une autorité administrative indépendante pour les animaux permettrait de répondre à ces enjeux et surtout de rendre les droits et libertés des animaux effectifs. Je vous remercie pour votre attention.